Oui, très bien. Continuez. J'appuie sur continuer parce que je ne vous vois plus du coup. Voilà. Et donc, en fait, l'accouchement a eu lieu dans une clinique, mais on a rapidement appelé les parents. Et là, on a fait des faux papiers et elle a été inscrite à l'état civil comme étant la fille biologique du monsieur et de la dame qui en réalité, l'ont. Alors, est-ce qu'ils l'ont acheté au cas particulier? Il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Si quelqu'un veut bien couper son micro, je pense que c'est Françoise. Si Françoise veut bien, Je vais enlever. oui, il faut couper le son, s'il vous plaît, sinon ça fait des interférences. Je vais enlever. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc, enfin, elle avait donc de faux papiers, mais des papiers en réalité tout à fait officiels et en règle. Même s'ils étaient intellectuellement faux, ils étaient juridiquement parfaitement en règle. Mais alors, à la faveur des recherches qu'elle a faites, elle a appris que dans bien des cas, surtout lorsqu'il s'agissait de familles pauvres ou de familles autochtones, qui ne soient pas d'origine espagnole sans doute, si j'ai bien compris, on persuadait les mères ou les familles qu'ils avaient accouché d'enfants mort-nés et bien entendu les enfants étaient vendus. Les véritables enfants, et non seulement on les persuadait que les enfants étaient mort-nés, mais en plus, on organisait des messes de requiem pour apaiser les scrupules de ces gens-là. Et d'après son enquête, il y aurait environ 50 000 enfants qui auraient fait l'objet de ce trafic. Elle indique avoir communiqué 900 signalements pour lesquels elle avait des éléments assez sérieux à la justice de son pays, et que pour l'instant, rien ne bougeait. Alors, j'avoue que cette histoire m'a beaucoup ému, parce que finalement, cela rejoint un peu notre thème de l'année, puisque cette jeune femme, sa quête, c'était la reconstitution de sa propre histoire. Une recherche de vérité, mais une recherche de vérité au prix de risques considérables. Parce que sa quête était risquée au niveau de la découverte de ses parents biologiques. Elle aurait pu tomber sur des parents indignes, sur des parents dégénérés, comme elle l'a été de la part de sa mère, sur des parents qui la rejetaient entièrement. Et tout cela pouvait engendrer pour elle des perturbations psychologiques assez considérables. Euh, D'abord, simplement par le fait de la découverte de cette situation, et puis d'autre part aussi, la prise de conscience qu'elle avait été objet de trafic, c'est-à-dire une chose du commerce, ce qui quand même éloigne beaucoup de la notion d'individu et de dignité humaine. Et par sa quête, en fait, elle a agrégé en quelque sorte son histoire individuelle à l'histoire de la société chilienne des années 70, puisque finalement, elle montre à la fois cet arrière-plan d'une société qui n'admet pas le principe de l'adoption, d'une législation extrêmement restrictive, et, et en face, de cette situation illégale qui a entraîné un trafic d'êtres humains, puisque non seulement, bien sûr, il y a eu des adoptions de la part de parents installés au Chili eux-mêmes, mais apparemment, de très nombreuses adoptions à l'étranger, en particulier en Europe du Nord, et d'après ce que j'ai vu dans l'article, il y aurait une enquête qui aurait été lancée en Suède à propos de ces adoptions. Je dois vous dire que, à titre personnel, j'ai rencontré un peu cette situation une fois. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai fait mon service militaire dans la coopération, et à ce titre, j'étais dans une ambassade, pas dans un grand pays, c'était la République de Panama, qui est
un confetti en Amérique centrale. Et un jour, j'ai vu arriver un couple qui voulait faire enregistrer à l'ambassade un acte d'état civil panaméen, mais qui était si grossièrement en désaccord avec l'âge apparent des géniteurs, notamment de la dame, qui était supposée avoir eu un enfant à une soixantaine d'années ou quelque chose comme ça. Je me souviens, ça avait déchaîné chez moi une attitude de rejet. Alors, je ne sais plus pourquoi cette affaire était venue entre mes mains, j'ai oublié. Et je ne sais plus, simplement, je crois que j'avais fait valoir à ses parents qu'il y avait une telle discordance entre la légalité apparente de l'acte qu'ils produisaient et la réalité humaine qui se présentait derrière, que leur démarche n'était pas recevable dans une administration française. Alors voilà ce petit point que je voulais vous soumettre pour savoir comment vous réagissiez à ce genre de situation. J'avoue que personnellement, ça m'a beaucoup ému et je trouvais intéressant de rattacher ça à nos investigations sur l'histoire, sur la mémoire, façon de finalement à la fois au péril, à grand péril me semble-t-il, cette personne est allée en quête de vérité. Elle a non seulement dévoilé sa propre histoire, mais également dévoilé un pan de l'histoire de son pays. Voilà. Je vous laisse la parole si vous avez des questions, des observations. Oui, c'est vraiment une histoire triste. Et Claude, il faut que tu remettes ton micro si tu veux parler. Et ça a eu lieu dans d'autres pays, hein, en Australie par exemple, au Canada aussi, malheureusement. Et c'était surtout l'Église catholique au Canada qui procédait de cette façon. Mais elle vendait les enfants? Elle ne vendait pas les enfants, mais elle faisait croire aux parents qu'ils s'étaient morts-nés et elle les plaçait dans des familles qui n'avaient pas la possibilité d'avoir d'enfants. Elle faisait croire aux véritables parents qu'ils avaient perdu leur bébé. Oh, quelle horreur. C'est horrible. Et regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les talibans sont obligés de vendre leurs enfants pour pouvoir manger un peu. Donc, ces enfants, où est-ce qu'ils iront? Qu'est-ce qu'ils auront comme preuve de leur passé? Oui. Et dans les pays asiatiques aussi, ça a eu lieu. Et aujourd'hui, ça existe. C'est ça qui est ahurissant. Oui, oui. Moi, je trouve ça absolument insupportable. Enfin, ah ouais. ça me hérisse de partout parce que je trouve que déjà l'adoption est un chemin difficile, mais là, c'est considéré, c'est pas de l'adoption, c'est du trafic. C'est horrible, du trafic. Et même au niveau médical, non seulement ils perdent leur mémoire, leur famille, et ils sont considérés comme de la viande, comme tu disais, c'est horrible, mais en plus, une valeur marchande, mais en plus, s'ils ont une maladie qui a besoin d'avoir un organe des parents ou enfin, je sais qu'au niveau filiation, c'est important dans certaines maladies. Oui, tout à fait. Donc, en plus, il joue avec la vie de ces personnes totalement, quoi. C'est vraiment de la marchandise. Oui, oui. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble, de toute façon. Et même pour ceux qui adoptent ou qui achètent, moi, j'aimerais pas... je ne sais pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Hein. Ce n'est pas le droit à l'enfant, mais c'est le droit de l'enfant qu'il faudrait peut-être mettre en avant. Oui. Tout ça. Tout à fait. Mais il y a effectivement enfin, moi j'ai entendu parler de situations de mal d'enfants, enfin de gens qui étaient en souffrance d'enfants et qui faisaient n'importe quoi pour arriver à leur fin. Oui. Parce que j'ai connu par exemple, j'ai rencontré un ménage qui avait adopté comme ça un enfant en Amérique latine, enfin en Amérique du Sud. Je ne sais plus où c'était, si c'était en Équateur ou en Bolivie, mais c'était une adoption parfaitement légale. Et puis c'était un ménage qui avait déjà plusieurs enfants et qui en fait voulait offrir à cet enfant une meilleure chance d'avenir en quelque sorte, et qui d'ailleurs, ces gens-là ont maintenu les liens, c'est-à-dire que périodiquement, je sais qu'ils retournent en Amérique du Sud
Et ils vont rencontrer avec leur enfant les parents biologiques de cet enfant-là. Oui, dans ce cas-là, c'est bien. C'est un projet en quelque sorte familial, en tout cas intégré dans une espèce d'action familiale, alors que la situation qui est décrite là est une situation qui fait frémir. J'aimerais savoir si Anaït, qui a vécu au Chili, pourrait nous dire quelque chose à ce sujet. Est-ce qu'elle connaissait ça? Est-ce qu'elle en avait entendu parler? Pour remettre le micro. Mettez votre micro, Anaït. C'est en bas à gauche de l'écran. Il faut juste appuyer sur le micro. Cliquez sur le micro. Lunettes d'abord. Ah, mais c'est peut-être pas, elle le fait peut-être avec un téléphone. Non, ça ne marche pas. C'est en bas à gauche. Oui. Ah, ça y est, bravo. Très Vous bien. m'entendez là? Oui. Oui, C'est sur mon téléphone, alors bon, c'est un peu petit. Oui. Oui, ben moi, je suis au courant de ces situations parce que je connaissais des personnes qui, bon, cette jeune femme, c'est très bien ce qu'elle a écrit. Je l'ai lu l'article dans la Croix ce matin parce que je l'ai reçu ce matin. Ouais. Et moi, j'ai vécu au Chili jusqu'en 70. Donc, la dictature, je ne l'ai pas connue. Mais j'y suis retournée en 92, 93, et j'ai vu les dégâts que ça avait causés. Mais au niveau comme ça, des vols d'enfants, il y avait déjà des personnes qui s'en occupaient dans les années 80, des personnes de gauche qui justement étaient en Suède. Ah oui. En Suède, déjà dans les années 80. Et elles avaient fait avec 80-90 plutôt. Parce que jusqu'en 85, 6, c'était pas possible. C'était un peu plus tard, oui. Et donc, ils avaient déjà eu vent de ces problèmes-là. Voilà. Et sans compter les disparitions des parents, parce qu'il y avait souvent des parents qui étaient morts, qu'on avait tués ou exilés dans le désert, des parents de gauche, évidemment. Oui. Pas forcément de classe populaire, hein, des intellectuels. Enfin, bon. Moi, je sais que j'ai pas connu directement, mais je sais qu'il y a des jeunes musiciens, par exemple, qui ont été assassinés dans le Nord, dans les centres de rétention, quoi. C'est ça. Et dans le désert même. Mais ça, c'est ce qu'elle évoque, là, le fameux rapport Rettig, là. Le rapport Rettig des années 91 qui a fait la lumière sur les exactions des militaires. Mais alors, est-ce que vous confirmez? C'était les militaires et les policiers oui. qui s'occupaient de ces choses-là. Voilà. Et puis, ce sont des choses qu'on a mis sous le boisseau, quoi. On n'a pas trop... Parce qu'il y avait des gens qui étaient encore vivants et qui étaient des criminels, quoi. Des criminels. Oui, d'accord. Oui. Dans une perspective de réconciliation nationale, sans doute. Il y a eu après, oui, une réconciliation nationale, mais enfin, le mal, il dure encore, puisqu'il y a des cas comme ça. Voilà. Oui. Mais le pire, d'ailleurs, dans l'article, elle écrivait, c'était en Argentine. Ou alors là, c'était carrément un trafic, mais alors à grande échelle, en Argentine. Les militaires kidnappaient les enfants, et voilà. Oui. J'ai une question, Anaït. Est-ce que vous avez, quand elle dit que l'adoption était tabou dans la société, est-ce que vous le confirmez, ça vous savez, dans ces pays catholiques, l'Église était partagée entre plusieurs tendances, parce qu'il y avait déjà des hommes d'Église, cardinal Enriquez par exemple, et même d'autres, qui ont même donné des terres c'était pendant Allende, alors pendant la période socialiste, et le cardinal Enriquez, il a même créé une université parallèle pour donner du travail aux personnes de gauche, entre guillemets, qui avaient été exclues de l'université. Voilà. Mais il y avait quand même c'était surtout, vous savez comment on appelait les gens de droite? On les appelait des momios, c'est-à-dire des momies. Ah bon? Alors, ces momies, c'était les ultra-conservateurs qui ont triomphé avec Pinochet. Bon. Oui. Et dont certains, c'était quand même peut-être des gens honorables, mais ils étaient aveuglés par leur haine du socialisme.
et puis du partage des terres où il y avait eu quand même des choses qui n'étaient pas tout à fait nettes, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'adoption, vous savez, il n'y avait pas de contrôle des naissances, alors il y avait beaucoup d'enfants. Alors, en général, l'adoption n'était pas, comme le divorce n'était pas reconnu à cette époque-là, dans les années, moi j'y étais de 65 à 70, oui, de 65 à 70, et c'était pas reconnu, donc forcément il y avait des naissances illicites, voilà, illégitimes, mais ils se débrouillaient pour que ça reste dans les familles, et voilà, c'était un peu comme ça. Mais les ventes, tout ça, ça a été inauguré, si on peut dire, avec la période de pinochetiste. D'accord. Les ventes, oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions? Alors, je voulais dire une chose aussi, parce que dans les pays socialistes, par exemple en Union soviétique, les enfants handicapés, eh bien, on les abandonnait. On n'en voulait pas, on les abandonnait. Moi, j'ai visité en Arménie, c'était dans les années 97, 98, par là, des orphelinats où la plupart des enfants n'étaient pas adoptables parce qu'ils étaient tous handicapés. Donc, ces familles les avaient abandonnés. Voilà. Et c'était des ONG charitables, de charité, quoi, qui s'occupaient de ces pauvres enfants qui n'étaient pas adoptables, quoi. Et après, quand ils grandissaient, ils étaient mis quand ils survivaient, pas maltraités, hein, mais quand ils survivaient, ils étaient mis dans des maisons pour enfants inadaptés. Et justement, les protestants que je connais, moi, Solidarité protestante France-Arménie, s'occupaient de l'internat à Yerevan, où il y avait de ces enfants à qui on faisait apprendre des métiers. Voilà. Et parce que la société, la société rejetait ces enfants qui n'étaient pas comme les autres, quoi. Et dans un pays qui avait été l'Union soviétique. Oui, voilà. Oui. Mais vous pensez que c'était général à l'Union soviétique? Parce qu'on a trouvé chez les nazis. Chez les nazis, il y a eu la même chose. Hein. C'était général. Et en fait, en Arménie, comme la famille est très importante, c'était quand même assez étonnant. Mais oui, mais comme ils ne savaient pas comment s'occuper de ces enfants handicapés, assez profonds en général, mais pas tous. Pas tous. Ouais. Mais en Russie, c'était pire. C'était pire en Russie. Parce que là-bas, le sens de la famille n'est pas très développé. Enfin, à l'origine. Voilà. Merci, Anaïs. Je vais fermer mon micro. Non, mais... Bon, alors, j'ai un autre petit article à partager avec vous, si vous voulez bien, qui est une espèce de confrontation de points de vue. J'ai pris ça dans ce qu'ils appellent maintenant l'Obs, qui était autrefois le Nouvel Observateur, de cette semaine. L'intitulé est « Faut-il écouter les sondages ?» Alors, ça me paraît être un peu d'actualité. Donc, je vous dis, en réalité, tout ça a démarré par un éditorial du journal Ouest France qui, par une réaction quasiment de colère, a déclaré, c'est le rédacteur en chef qui rédige cet éditorial, que le journal ne commanderait aucun sondage d'intention de vote pendant la période préélectorale et ne commentera pas ceux des autres. Alors, il dit que cela soulève 3 problèmes quant à la fiabilité. Alors, je n'arrive pas. Oui. Quant au risque d'emballement médiatique sur les résultats de tel ou tel sondage. Et il pense que ça peut avoir aussi une incidence sur le scrutin. Et il reproche en quelque sorte aux médias et aux politiques qui ont recours au sondage de renoncer par là même à ce qui pour lui est important, qui est à la fois le débat d'idées et la rencontre avec les citoyens. Alors, cet article, en fait, oppose 2 thèses. C'est sous forme d'interview. Hein. Celle présentée donc par le rédacteur en chef du journal Ouest France, qui s'appelle François-Xavier Lefranc, au point de vue
professionnelle des sondages qui s'appelle Adélaïde Zulfikar Pasik. Alors, pour François-Xavier Lefranc, les sondages constituent une dérive grave, à la fois pour la profession journalistique et pour la démocratie. Et il constate que, en présence d'un fossé qui grandit entre, d'une part, les citoyens et d'autre part, le système politique et médiatique, il faut se préoccuper de ce problème qui, selon lui, est en partie lié à une forme d'hystérie, ce qu'il appelle l'hystérisation des sondages par les médias. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'il souligne, c'est le problème de la fiabilité des sondages. Il indique que la plupart des sondages sont réalisés sur des échantillons de 1000 personnes et quand il confronte ces 1000 personnes aux 48 millions d'électeurs potentiels, évidemment, il fait valoir que l'échantillon est assez peu significatif. Ensuite, il met en cause aussi les méthodes de sondage, en particulier sur les questionnaires qui sont... Alors, il y a des sondages qui sont faits téléphoniquement, il y a des sondages qui sont faits dans la rue, il y a des sondages qui sont faits par Internet, et il met en cause donc ces manières d'interroger les gens et sur les questionnaires. Alors, il observe effectivement que les sondeurs, lorsqu'ils donnent des résultats, j'appelle ça les sondeurs, excusez les néologismes, les auteurs de sondages, lorsqu'ils donnent des résultats, prennent des précautions, ils font état souvent de marge d'erreur ou de problèmes d'interprétation, etc. Mais que, en fait, lorsque les médias rendent compte des sondages, ils ignorent totalement toutes les précautions prises par les auteurs des sondages pour en fait, faire du sensationnel. Et donc, grossir, en quelque sorte, mettre la loupe sur un résultat, en le présentant comme, en quelque sorte, définitif et péremptoire, alors qu'en réalité, celui qui propose ce résultat met des nuances, en quelque sorte. Évidemment, vous le savez aussi bien que moi, les médias, ce qu'ils recherchent, c'est de l'audience, et donc souvent du sensationnel, parce que ça dope les ventes. Et donc, dans le système dans lequel nous nous trouvons, il n'y a pas de comment dirais-je, on est bien sûr, on est dans une logique totalement différente. Alors, le troisième point que soulève monsieur Lefranc, là, c'est le problème de l'influence que cela peut avoir sur le vote. Il affirme que les sondages constituent une forme de manipulation des esprits en faveur des candidats qui recueillent le plus, qui agrègent le plus d'intentions de vote, de sorte que ça focalise l'attention sur ces gens-là au détriment des candidats qui ont moins de succès, en quelque sorte, et qui peuvent, selon lui, présenter des programmes, des idées peut-être tout aussi intéressantes, sinon plus. Et il relève, j'avoue que j'ignorais ce point-là, que cela a une incidence, et ça me paraît plus sérieux comme critique, ça a une incidence sur le temps de parole accordé pendant les campagnes électorales, puisque parmi les paramètres pris en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui fixe ces temps de parole, apparemment, il y aurait les résultats de sondage parmi les critères pris en compte. Alors là, on lui pose la question de savoir s'il faut interdire les sondages. Alors lui, il a une position assez nuancée. Il n'est pas favorable à l'interdiction des sondages, mais il soutient qu'il en faut une utilisation raisonnable et encadrée. Savoir où se trouve la raison, où se trouve l'encadrement, point d'interrogation double, triple, quadruple, parce que, évidemment, c'est toujours difficile. Le point de vue de Madame Zulfikar Pasik, excusez-moi, j'écorche un peu son nom. Alors, cette dame est directrice du département opinion dans une société qui s'appelle BVA France et elle est également enseignante en sciences politiques. Alors, elle dit, d'une part, que les sondages
constituent des outils qui permettent une information quantitative objective. Elle n'est pas une prédiction, mais simplement, en quelque sorte, une photographie à un instant donné. Et elle aussi, elle observe, comme M. Lefranc, que les médias, lorsqu'ils exposent les résultats de sondage, négligent bien entendu les nuances apportées par les auteurs de sondage dans les analyses qu'ils réalisent. Elle observe également que les sondages font l'objet de réactions de rejet de la part de certains politiques, mais elle appelle ça une relation amour-haine. C'est-à-dire que les hommes politiques, dit-elle, critiquent les sondages, mais s'en prévalent lorsqu'ils leur sont favorables. Ce qui paraît d'ailleurs assez bêtement humain, mais on peut le comprendre. Elle admet quant aux méthodes qu'il puisse y avoir des biais, mais elle affirme que les sondages par Internet apportent une meilleure représentativité des opinions. Elle affirme, j'avoue, j'ignore sur quoi elle se base, elle affirme que les électeurs se confient plus facilement lorsqu'ils les interrogent par Internet que lorsqu'on procède à des sondages d'une autre manière. Quant à l'influence sur le vote, elle l'admet. Elle affirme, là aussi c'est de bon sens, que cette influence est impossible à quantifier, mais elle dit que ça n'a pas plus d'incidence sur les scrutins que les réunions de propagande, les programmes ou les éditoriaux publiés dans la presse. Simplement, elle oppose d'une part une information objective et chiffrée à ce qu'elle appellerait une rumeur. Mais elle indique que les auteurs de sondages ont une responsabilité déontologique qu'elle accepte tout à fait, et elle affirme que les auteurs de sondages doivent bien sûr avoir un travail d'une qualité irréprochable, ce qui me paraît quand même peut-être un peu difficile à réaliser, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et enfin, quant au problème de l'interdiction avant les scrutins, elle aussi, elle est plutôt défavorable, et elle ouvre une autre piste que celle qui a été ouverte par M. Lefranc, qui est l'idée que si les sondages, entre guillemets, nationaux, c'est-à-dire réalisés sur place, disparaissaient, rien n'empêcherait de diffuser depuis l'étranger des sondages ou prétendus tels. Et cette ouverture, en quelque sorte, de l'information, ou plutôt ce cantonnement de l'information à des enquêtes qui viendraient de l'étranger, ouvre la voie au développement de rumeurs et de mensonges. Donc, elle pense que, et même chose aussi pour les réseaux sociaux, elle est plutôt favorable au maintien des sondages. Voilà à peu près les idées forces que j'ai trouvées dans cet article. Alors, évidemment, plusieurs points. D'abord, l'importance de l'opinion publique dans la société démocratique, la société politique en général, et plus particulièrement dans la société démocratique. Il est certain que la connaissance de l'opinion publique entraîne la mise en œuvre de la part des partis politiques, des forces politiques, de stratégies, qu'il s'agisse du désir d'orienter cette opinion par la forme d'une manipulation, ou qu'il s'agisse de la conquérir par le choix de thèmes porteurs et l'abandon de thèmes qui ne plaisent pas. Alors, comment connaître l'opinion publique? C'est aussi le deuxième point qui me paraissait important. Il existait, je ne sais pas si ça existe encore, autrefois il existait des services de police qu'on appelait les renseignements généraux, qui fournissaient au préfet
des notes de manière assez régulière sur l'état de l'opinion dans le pays. J'imagine qu'actuellement, les organismes qui s'occupent du renseignement intérieur doivent aussi fournir aux autorités politiques, mais à elles seules bien sûr, toute une série de renseignements sur l'état de l'opinion en France. Deuxième moyen de connaissance, c'est le contact direct avec la population. Et l'on a chacun bien connu des hommes politiques qui passaient leur temps en tournée, en repas, en val d'honneur et autres rencontres dans lesquelles ils prenaient le pouls en quelque sorte de leur électorat, de leurs concitoyens à l'échelon local pour, comment dirais-je, ajuster leur comportement politique et éventuellement les programmes qu'ils envisageaient de proposer à ce qui leur paraissait être l'opinion, les souhaits, etc. de la population. Et puis, évidemment, il y a les éléments d'enquête d'opinion par sondage. Alors, il y a un deuxième point que j'ai appelé d'une manière peut-être un peu triviale, que j'appelais la cuisine des sondages, c'est-à-dire la détermination de l'échantillon cible. Alors là, sur ce point, les articles sont muets, mais j'imagine que pour un sondeur, il faut quand même déterminer la cible que l'on veut, sur laquelle on veut faire le sondage. C'est-à-dire tenir compte de l'âge, tenir compte du sexe de la personne, tenir compte des catégories socioprofessionnelles. Il est certain que si l'on fait un sondage auprès des dames de 95 ans, on n'aura pas les mêmes résultats que si on le fait auprès des jeunes gens de 18 ans. Bon, si on fait un sondage uniquement auprès des ingénieurs ou des professions dites catégorie sociale plus, on n'aura pas le même résultat que si on fait un sondage auprès des ouvriers spécialisés, par exemple. Donc, il y a ce point. Deuxième point, l'étendue de l'échantillon. Il est vrai que si, comme le dit M. Lefranc, les échantillons sont de 1000 personnes, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul, 1000 personnes rapportées à un corps électoral de 48 millions, ça ferait 0,002%. Donc, vous voyez bien, enfin, je ne suis pas très doué en maths, alors je me suis peut-être trompé dans mes calculs, mais de toute façon, l'échantillon est insignifiant par rapport à l'électorat qu'il est censé représenter. Ça, c'est un premier problème, le problème de l'échantillon. Deuxième problème qui me paraît important, qui est celui du questionnaire. Chacun sait que, suivant comment les questions sont formulées, elles peuvent induire des réponses. C'est ce qu'on appelle les biais. Et ces biais-là peuvent entièrement fausser le résultat du sondage en question. Et alors, le troisième point qui a été soulevé, bien sûr, qui est l'indication des résultats du sondage, avec toutes les nuances que le sondeur peut y apporter et toutes les limites aussi qu'il peut faire valoir. Mais alors, troisième point, l'utilisation des sondages. Alors, nous avons vu, et ça je pense que ce n'est pas les médias qui opèrent une forme de grossissement des résultats du sondage qui aboutit presque à une caricature de celui-ci, mais on en connaît la motivation, c'est la recherche du buzz, comme on dit maintenant, c'est-à-dire du sensationnel. Alors, il existe bien sûr une information alternative sur les réseaux sociaux, mais cette information par les réseaux sociaux, nous le verrons tout à l'heure dans un autre point, me paraît quand même assez délicate à consulter et à tenir pour valable. Problème aussi, quelle est l'utilisation que font les hommes politiques des sondages? La politique, ça n'est pas suivre l'opinion, c'est quelquefois la devancer, quelquefois même la contrarier pour aboutir à des résultats conformes à l'intérêt général. Et l'intérêt général n'est pas nécessairement la somme des intérêts particuliers. Un certain nombre d'hommes politiques ont le courage, pas tous, mais ont le courage de présenter des options
qui se révèlent ensuite, lorsqu'elles sont appliquées, utiles au pays, mais qui, si on s'était contenté de consulter l'opinion publique à l'époque où les mesures devaient être prises, n'auraient certainement pas été prises. Et troisième point, du point de vue des citoyens, quand j'ai fait, il y a fort longtemps, une année de Sciences Po, on disait que les sondages avaient une influence sur le vote, plus exactement sur la participation au scrutin. Et on disait en particulier que lorsque un certain nombre d'électeurs avaient la conviction que le scrutin était acquis à une position, ils ne votaient pas. Je ne sais pas si c'est vérifié, comment on peut le vérifier ça en pratique. Alors, est-ce que ça a une influence sur le vote? Je laisse la question ouverte parce que personnellement, je ne suis pas concerné par ce genre de questions, mais peut-être effectivement, y a-t-il des électeurs hésitants qui se déterminent en fonction de l'opinion qui leur paraît majoritaire dans un comportement qu'on pourrait qualifier de panurgien, ou je ne sais pas quoi, un comportement de panurge qui ferait qu'ils suivraient le troupeau. Quatrième point, les problèmes déontologiques que cela soulève à la fois chez les auteurs de sondages et chez les journalistes. Ils ont été évoqués. Donner aux citoyens l'information la plus complète possible et la plus nuancée possible. Alors, en marge de tout cela, et ça m'a un peu interpellé, je voulais aussi peut-être qu'on y réfléchisse, cet élément nouveau qui est apparu récemment dans la vie politique française, qui est le phénomène des primaires, qu'il s'agisse de primaires de partis, organisées au sein de partis, ou qu'il s'agisse de primaires dites citoyennes, telles que nous venons d'y assister il y a peu de temps. Voilà les quelques points qui me paraissaient intéressants d'aborder. Maintenant, je vous laisse la parole, si vous le voulez bien. Merci Jean-Pierre. Moi, ce que j'avais remarqué surtout, c'était à la fin au moment des élections, pour souvent le deuxième tour, il y a un effet de rolling, comme on dit, c'est-à-dire que les sondages sont réalisés presque quotidiennement dans les dernières semaines d'une campagne, et on a l'impression d'assister à une course de petits chevaux. Et en plus, la tentation de ces rollings est beaucoup plus fort dans la dernière ligne droite, et on ne parle plus que de ça, qui va arriver le premier, etc. Et ça m'a toujours fait un peu sourire, cette histoire de course de petits chevaux. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, en plus, il y a des sondages en ligne. Et les sondages en ligne, les gens peuvent s'inscrire plusieurs fois sous d'autres noms. Donc, ça paraît vraiment très curieux, ces sondages en ligne. Et moi, je n'y attache aucune importance personnellement. D'accord. Je ne sais pas qui. Didier? Didier, oui, Didier. Oui, j'ai plusieurs remarques, si vous permettez. Vous m'entendez là? Oui. D'abord, sur l'influence du sondage sur le résultat, c'est-à-dire, si on regarde ce qui se passe en physique, dès que vous faites une observation sur un système, vous déformez le système. Donc, dès qu'on observe quelque chose, ce qui revient est déjà déformé. Ça, c'est la première observation. Donc, c'est évident, pour moi, il est évident que le sondage modifie le résultat. Il est clair que pas mal de personnes que je connais, et peut-être même moi-même, sont influencées par le résultat parce qu'on n'a pas envie d'aller mettre son vote sur une personne dont on sait qu'elle fait epsilon, enfin moins de 1%. On se dit, c'est autant rester chez soi. Voilà, parce que si on veut qu'une personne passe, il vaut mieux, ça restera le choix sur ceux qui ont une chance de réussir, si on peut dire.
inutile de se perdre sur des candidats qui n'ont aucune chance d'obtenir un bon score. Voilà. Ça fait La penser. première remarque. Donc, pour moi, c'est évident qu'il y a une influence du sondage sur le résultat final. La deuxième chose, c'est que finalement, tous ces sondeurs, tous ces instituts de sondage, effectivement, ont peut-être des biais, sont peut-être pas parfaits, mais ils convergent quand même malgré tout. Je regarde aussi pas mal la presse. Ils sont tous à peu près pareils, à quelques pourcents près. Hein. Ils donnent tous à peu près le même ordre de classement des petits chevaux. Voilà. Troisièmement, je voulais savoir également si l'Institut Ipsos est également aussi, si on ne peut pas avoir plus confiance dans l'Institut Ipsos que dans les autres sondeurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je n'ai pas d'opinion sur les… Mais Ipsos, c'est quelque chose de plus ou moins officiel. Oui. Enfin, je sais pas. Oui. Non, ce qui m'a interpellé, c'est quand tu parlais finalement du fait que on serait amené par le sondage à donner sa voix à celui qui a des chances d'être élu. Parce que ça fait penser aux gens qui parient aux courses, ça. C'est-à-dire que… Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Pardon? C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Alors j'ai mal compris. Non, c'est à peu près ça, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que si vraiment, intimement, tu as l'impression que tu veux voter pour quelqu'un et que celui-ci, dans les sondages, fait 0,5%, tu dis que ce n'est pas la peine de voter pour lui. Autant qu'à voter pour un autre qui a une chance et qui te convient quand même. C'est bien ce que je dis, c'est bien ce que tu dis. C'est-à-dire que dans une course de chevaux, tu choisis celui qui paraît être le… Non. Je choisis celui qui a une chance d'arriver. Pas forcément celui qui est en tête. Celui qui a une chance d'arriver. Oui, d'accord. Pas tout à fait pareil. C'est pas du tout pareil même. La nuance me paraît fine entre les deux. Ah non, pas du tout. D'accord. Là, ça me fait éliminer tout de suite déjà qu'il faut 0,5%. Mais alors, est-ce que tu crois que l'analogie peut exister entre l'expérience de physique à laquelle tu faisais référence et ou c'est simplement pour illustrer? Parce qu'on est quand même… On n'est pas en physique, là, on est en sciences humaines, hein, au mieux. Donc, il y a une marge, d'incertitude, en quelque sorte, qui n'est pas… Oui. Merci, en tout cas. Pierre? Oui, là, moi, j'ai une approche différente. La cible, effectivement, 1000 personnes. Enfin, on dit, on va tester 1000 personnes par téléphone ou en direct sur la voie publique. Et on le fait avec des données structurées. On sait qu'on a affaire à Madame X qui a tel âge, Monsieur Y. On sait sa profession. On sait éventuellement s'il appartient à un syndicat ou pas. Avec des données structurées, on ne sait pas ce que possèdent les instituts de sondage au moment où ils font le sondage. Mais maintenant, je pense que l'intelligence artificielle est en marche depuis quelques années. Elle en est encore à ses balbutiements, mais elle est en marche. Donc, il y a des données tout autres non structurées qui entrent en jeu. Aux États-Unis, aux avant-dernières élections, entrait en jeu dans une ville le critère de la voiture, du type de voiture. Le gars qui avait, comment ça s'appelle ces voitures qui sont coupées en deux là, il y avait une corrélation entre la voiture et ce que pouvait être le gars, ce qu'il pouvait penser. Avec tel type de voiture, tu étais plus facilement détenteur d'armes. Enfin, aux États-Unis, tout le monde a des armes, mais tu te manifestes davantage, tu es classé, l'algorithme,
comme si avoir une batte de baseball dans la voiture et dire le premier mec que je rencontre, je lui en donne un coup. Donc, il y a l'intelligence artificielle. Et il y a autre chose. Les sondages, donc je soupçonne Ipsos, l'IFOP, etc., d'utiliser déjà l'intelligence artificielle. Et les données structurées, et en même temps, dans le melting pot, on met les deux, et l'algorithme ressort. Quant au vote, dire voter pour celui qui va être élu, moi je ne veux plus de Macron. Qu'est-ce que je vais faire le 8 avril? Essayer de voir. Je vote blanc depuis X années parce que je n'ai pas le bon menu. Et à la mairie de Bordeaux, j'ai dit à la dame qui tractait pour Valérie Pécresse, hier, ça tracte sur les marchés sont libres et tout le monde était avec le masque hier. J'étais pas dans la halle, j'étais pas au Capucin, dans un endroit fermé, j'étais en plein air. Et il y a une restriction qui a été levée. Je ne sais pas s'il s'occupe du sanitaire, monsieur Navré, c'est-à-dire Véran. Je ne sais pas s'il s'occupe du sanitaire, mais il m'a l'air assez optimiste aujourd'hui. Il m'a l'air assez optimiste. Je crois que jusqu'au 8 avril, ça va se relâcher, ça va se relâcher. Oh, ça va être formidable. On va avoir plus gagné la guerre. Bon, et dernier point, j'ai fait battre monsieur Nicolas Florian, alors que j'aurais plutôt tendance à voter pour lui. Je l'ai fait battre par Urmic parce que le mariage de la carpe et du crapaud, de la carpe du lapin. Et du lapin, je ne l'accepte pas. C'est tout aussi improbable, hein, de toute façon. Alors, aidez-moi, parce que j'ai demandé à mon petit-fils qui a 16 ans, il faut savoir que si mon petit-fils ne se fait pas vacciner, parce que ses parents ne veulent pas, pour quelque raison que ce soit, il n'aura pas de passe vaccinal. Il n'aura pas de passe vaccinal. Les 400 000 personnes qui ne sont pas vaccinées par défaut, par déserts médicaux, je ne sais pas, il y a 400 000 personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est de la faute à qui? C'est de la faute quand même à ceux qui sont en place aujourd'hui, parce que M. Véran est là, il était socialiste, il est parti République en marche. J'ose espérer pour lui qu'il met de bonnes chaussures, hein, parce qu'il marche, hein, il marche. Et on a eu, lors d'une marche, il y a 3 ou 4 personnes qui sont là, dont Didier, Françoise, nous avons marché il y a 15 jours, il y avait un match de rugby et en face de Sainte-Eulalie, on s'est trouvé avec les antivax. Il y en a un qui a essayé de me prendre en photo. Je lui ai dit non. J'étais en fin de cortège, je lui ai dit non. Je me suis approché de lui. J'ai sorti le masque, on a discuté. En fait, il était avec les antivax, mais c'était un antipass. Alors, on s'est trouvé un petit peu d'accord. Moi, j'ai 3 doses. La 4e, je vais la réfuter, la 4e dose. Je vais vous dire pourquoi, parce que je n'ai pas envie d'avoir une myocardite ou une péricardite. Parce que les myocardites, les péricardites, c'est des gens qui ont trop d'anticorps. C'est des gens qui ont trop d'anticorps. Je ne sais pas, Jocelyne va peut-être me le dire, puisque j'ai des médecins et je consulte toujours. Si je suis devenu protestant, c'est que j'en avais marre de la culture catholique. Les pensées étaient les mêmes, avec cette emprise sur l'individu, cette hiérarchie. Et on a un petit peu plus de liberté. Et comme on dit alors, il est préférable de consulter Dieu plutôt que les saints. Eh bien, je me suis adressé à mon cardiologue, au médecin traitant que j'avais, qui après 40 ans, et ça a été pour moi
pas un deuil, mais je suis très malheureux d'avoir changé de médecin traitant. Il y a 40 ans que je l'avais. Et aujourd'hui, je me suis adressé à lui. Il a fait venir un virologue le 25 et j'ai eu les conclusions. Il m'a dit ce qu'a dit le virologue le 25. Et ce médecin traitant est un ami du docteur Sicaldi. Hein. Alors, Pierre, conclusion de tout ça. Pierre, conclusion de tout ce que tu dis. Oui, faites la conclusion. C'est que trop d'enquêtes, trop de... L'infodémie, ça s'appelle. Trop d'informations. C'est l'infodémie, ça s'appelle l'infodémie. Voilà. Trop d'informations finissent par nous perdre. On est d'accord. Je ne te laisse pas parler, il faut supprimer les chaînes en continu parce que ils abrutissent tout le monde. Moi, j'ai tenu mes statistiques, puisqu'on prend des statistiques depuis le 15 mars 2020. Voilà. Merci Pierre. Excusez-moi pour. Alors Jean-Pierre, je voulais. Je ne peux qu'enflammer, mais je n'ai pas laissé mon émotion me dominer. Très bien. Ça nous a un peu éloigné des sondages quand même. Oui. Enfin, Jean-Pierre, oui. Sur les sondages, j'avais lu une enquête qui avait été faite par Le Monde et qui avait enquêté sur Ipsos, justement. On en parlait tout à l'heure, Didier. Et Ipsos, en fait, dans cette enquête du Monde, disait que Ipsos relançait régulièrement les personnes inscrites dans leur base pour les inciter à répondre. Et ils mettaient dans leur relance: ne passez pas à côté de l'occasion d'exprimer votre opinion, vous pourrez tenter de remporter l'un des prix de 10 000 points. Donc, le fait est que les personnes faisaient entre 20 et 30 sondages dans la même journée pour remporter ces points. Donc, c'est assez effrayant, quoi. Et qu'est-ce que c'était ces points? Ça a apporté de l'argent? Ça a apporté des cadeaux, des trucs à gagner. Mais c'est quand même lamentable, quoi. Donc, on se rend compte que la même personne peut faire plusieurs fois des sondages et ça change le résultat, quoi. Oui. C'est une enquête dans Le Monde que j'avais lue à l'époque. Oui, mais par Internet, on n'est plus à 1000. C'est 10 000 ou 20 000 ou 30 000. Donc, c'est faussé. Et ça rejoint les hôtels ou tout ça, les hôtels qui ont en Turquie un centre de saisie et les gens n'ont jamais été dans l'hôtel et ils donnent une bonne note. Il y en a 1000 qui donnent une bonne note, il y en a une dizaine qui une note minimum. Et comme ça, c'est de la publicité quasiment gratuite en payant quelques euros des personnes qui sont sur un clavier à dire voilà. Bien, merci pour ces contributions. Est-ce que vous savez qui a lancé les sondages, qui est à l'origine? Non, pas du tout. C'est un certain Georges Gallup, G-A-2-L-U-P. Oui, Gallup, oui. Oui. Gallup, si vous préférez. Mais il y a un institut qui porte ce nom aux États-Unis. Oui. Oui, d'accord. En 2007, en 2012, en 2017, on avait les résultats par un site en Belgique en milieu d'après-midi. À quelques pourcentages près, on connaissait, à 1 ou 2% près, on connaissait le président de la République à 14 heures. Oui, mais là, ce n'est pas un problème de sondage, là, Pierre. C'est souvent… C'est sorti des urnes, je sais, c'est sorti des urnes. C'est sorti des urnes, simplement. Ce sont des gens qui font je pense que l'intelligence artificielle, le regroupement informatique joue là-dessus, mais comment dirais-je, ils agrègent les résultats électoraux d'un certain nombre de petites communes dont il est avéré, à la faveur de X scrutins, que ces communes reflètent, le résultat donné par ces communes reflète en fait le résultat national. C'est pas la même chose qu'un sondage. Entièrement d'accord. Mais tu veux faire le beau, tu sors et tu dis je connais le président de la République. Oui. Mais c'est une chose de le faire à partir de résultats. Mais ça n'a aucun rapport quant à l'incidence sur le résultat. Non, ce qui était assez inquiétant, parce que tu disais là, mais ça ne m'étonne pas que ça existe, c'est qu'on puisse déterminer, alors comment l'agréger dans un sondage, mais qu'à partir du type de voiture,
ou à partir du… Parce qu'à la limite, ça peut aller aussi à partir du type de vêtements qu'on porte, à partir du bien magasin, sûr, des magasins qu'on fréquente, à partir de… rappelle-toi ce que disait, je crois que c'est Michel Bernadou, que la Russie intervenait sur les résultats des votes pour les votes américains. Il y avait… Oui, ça c'est sûr. Oui. Et c'est Je justement… crois que là, c'est le grand bluff. Hein. Oui, certainement. Alors, j'ai encore… bon, il est 37. J'avais encore 3 petits articles. Alors, il y en a un sur lequel j'aurais du mal. Alors, peut-être que toi, tu pourras m'aider, Pierre. J'ai eu un peu de mal à formaliser quelque chose. L'article m'a paru intéressant. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça s'appelle « L'informatique libre, un renfort pour la démocratie ». C'est aussi un article de la Croix que j'ai trouvé bien fait. Mais alors, j'ai été un peu, comment dirais-je, un peu désarçonné parce que j'ai parlé de cet article avec mon fils. Et en fait, lui, il aboutit à des conclusions totalement différentes Mais c'est intéressant. de celles que donne le journaliste. Et ça m'a un peu désarçonné, j'avoue. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse d'en parler. Oui. Alors, il y a autre chose. J'ai deux autres articles. Il y en a un qui s'appelle… Alors, c'est un philosophe. J'ai trouvé ça très amusant. Ça, c'est intitulé « Ne cédons pas le plaisir aux réactionnaires ». C'est un monsieur qui veut intégrer le plaisir dans la politique. Alors, bon, ça m'a amusé. Si ça vous intéresse, je vous le passe. Sinon, il y en a un qui s'appelle « Les vaccinés de l'info ». En fait, c'est une sorte de panorama qui n'est pas original sur le complotisme, sur la manière dont les complotistes s'informent en circuit fermé, en quelque sorte. Et donc, ça nous ramène un peu à tout ce qui concerne aux réseaux sociaux, aux médias alternatifs, etc. Alors, je ne sais pas ce qui vous intéresse. Si ça vous amuse de regarder un peu le philosophe qui veut intégrer le plaisir dans la politique. Allez, on va pour ce sujet-là. On va pour ce sujet? Bon, voilà. Alors, ce monsieur qui est quand même pas… C'est comme dirait ma fille, c'est un normalosaure, agrégé de philo et professeur de philo à l'école polytechnique depuis 2013. Ça veut dire quand même qu'il a une certaine reconnaissance de la part de ses pairs. Il s'appelle Michael Fessel. Alors, il part de l'idée que, d'une manière générale, la politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, est en grande partie désavouée par nos concitoyens. Et il dit, mais il faut réintégrer le thème du plaisir dans la politique. Pour lui, le plaisir n'est pas de droite ou de gauche, c'est quelque chose de neutre, mais il dit qu'il y a un rapport conservateur au plaisir il le trouve dans un lien entre l'exultation du corps et une satisfaction de l'organisation sociale. Autrement dit, en termes plus clairs, je suis content parce que j'ai un bon repas, mais je suis encore plus content parce que le bon repas est servi dans le salon des VIP. C'est-à-dire une forme de double jouissance, le plaisir, comme tout le monde, mais aussi le plaisir que je suis le seul à pouvoir ressentir. C'est-à-dire, politiquement analysé par ce philosophe, l'acceptation des injustices sociales. Alors, il dit qu'il y a urgence à entrer dans une autre conception plus égalitaire du plaisir, et il fait référence à la crise que nous venons de traverser, qui a entraîné la privation de plaisirs extrêmement simples, comme celui de se rencontrer, comme celui de prendre un café ensemble, comme celui de partager un apéritif, etc. Et il dit, mais on voit bien, à la faveur de cette crise, que le plaisir, en fait, est un problème politique. Alors, son idée, c'est qu'il faut reconquérir une forme de sociabilité heureuse,
Alors, il prend un exemple qui est celui des Gilets jaunes. Moi, ça me laisse un peu perplexe, mais enfin bon, c'est peut-être parce que ils nous ont traités au lance-flammes, au A32. Mais Pas eux, c'est les casseurs. un élément, oui, un élément, Oui, moi aussi. c'était des Gilets jaunes, hein, c'était pas des casseurs. Il fait référence au barbecue qui était organisé sur les ronds-points, paraît-il. Moi, je n'en ai pas vu, mais enfin bon. Donc, il prétend qu'il y a un aspect positif, politique positif du plaisir. Et que le plaisir est en quelque sorte, inflige en quelque sorte une défaite à l'injustice du monde. Alors, il fait une analyse entre le désir et le plaisir, parce que pour lui, le désir, c'est plutôt l'insatisfaction et le signe de l'insatisfaction ou du manque, qui amène des revendications qui effectivement ont un rôle central en politique, alors que le plaisir, c'est pour lui une sorte d'émotion inespérée, un bouleversement du quotidien, qu'il s'agisse d'une fête improvisée, qu'il s'agisse d'un spectacle, la vue d'un paysage, l'audition d'une musique, un élément inespéré, inattendu. Mais il dit que la revendication du plaisir est suspecte lorsqu'elle est corrélée à la consommation. Alors, je n'arrive pas à lire mes notes, excusez-moi. Et d'ailleurs, il rappelle à la domination, pardon, à la domination et pour lui au capitalisme, parce qu'il doit être de culture marxiste sans doute, et il relève cette expression qui est d'usage courant, qui est celle de prendre du plaisir, et il voit là une attitude de prédateur pour celui qui veut prendre du plaisir. Parce que pour lui, cette prédation fait que le plaisir des uns repose ou a pour corollaire la souffrance des autres. Alors, il observe que le plaisir, ce que nous savons tous, dépasse la consommation, qu'il échappe au calcul, qu'en réalité, il s'agit d'une sorte de dépense improductive, une émotion qui n'est pas définie en termes de coût ou de bénéfice, ou alors l'espoir de ressentir une émotion inédite. Alors, il met en cause, là, je n'ai pas très bien compris le lien, mais il met en cause le problème des algorithmes de ciblage qui nous amèneraient, ou amèneraient un grand nombre, à fréquenter les mêmes clubs de vacances, à absorber les mêmes nourritures, etc. Il prend aussi, alors il a des références historiques que je vous livre, que celle par exemple du Point et de la Rose du Parti socialiste en 1980, où il voit une articulation entre la lutte et le plaisir, entre la manifestation et la fête, articulation qui se trouvait déjà, semble-t-il, en 1968, lorsque les étudiants disaient que sous les pavés, il y avait la plage, donc une espèce comment dirais-je, de lien entre, d'une part, la lutte qu'ils avaient engagée et la plage, c'est-à-dire les plaisirs de l'été. Il aborde aussi un point il dit qu'actuellement, il y a deux attitudes de gauche. Une attitude de gauche qui s'est en fait moulée sur dans le système économique actuel, qu'il appelle la gauche caviar ou la gauche hédoniste, qui certes goûte un plaisir individualisé, mais qui est en fait plaisir qui reproduit les hiérarchies sociales. Et puis une gauche de dénonciation des souffrances, qui met malheureusement, à ses yeux, ne s'arroge pas la liberté d'être heureuse. Or, dit-il, pour qu'un idéal soit désirable, le plaisir reste central. Il faut qu'il y ait une valorisation de l'allégresse, dit-il. Et il prend pour exemple celui de la crise écologique. Il dit qu'il y a là un potentiel considérable de réinvention, mais qu'il faudrait se garder de redéfinir l'abondance en termes purement quantitatifs, mais au contraire introduire là-dedans des termes non quantitatifs
bannir les termes de renonciation, les éléments de renonciation, c'est-à-dire que l'écologie ne soit pas comparée à un recul, en quelque sorte, un recul, mais plutôt à une manière différente de goûter les plaisirs. Et puis, en fin d'article, il recommande d'user du rire comme puissance critique. Ça, chacun sait, en effet. Et à propos des questions de déboulonnage de statut dont vous avez entendu parler, il propose de sortir de l'alternative entre vénérer ou détruire par le rire, la moquerie et finalement le plaisir. Alors, j'ai trouvé alors, bon, je propose deux. Alors, le plaisir, j'ai appelé ça, moi, ma petite réflexion, le plaisir est-il un programme politique? Point d'interrogation. Bon, je me range assez volontiers à cette typologie qu'il fait des plaisirs, c'est-à-dire le plaisir égoïste, le plaisir qui serait le plaisir solitaire, hors de toute connotation sexuelle, bien sûr, qui est l'émotion ressentie devant la beauté, qui a plaisir, qui a un aspect fugace, mais que l'on peut à la fois rechercher ou à l'égard duquel on peut se montrer simplement disponible, ouvert. Alors, il y a effectivement le plaisir égoïste qu'on pourrait qualifier de plaisir égoïste renforcé, qui est celui qu'il décrit, c'est-à-dire à la fois la jouissance basique, mais la jouissance à laquelle s'ajoute la jouissance liée à l'exclusivité de celle-ci, hein, ce qu'il a appelé le carré VIP dans l'aéroport, qui en fait repose sur des notions de ségrégation ou de discrimination. Et ce qu'il oublie, curieusement, c'est ce qu'on appellerait le plaisir partagé, qu'il s'agisse que ce soit un plaisir dans un binôme, comme en amour ou en amitié, ou le plaisir d'un groupe, le plaisir dans le groupe, qui peut être un plaisir travaillé ou voulu, ou même recherché, notamment dans la création des conditions de sa survenance. Alors ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est le plaisir peut-il être un programme politique? Alors je me suis amusé parce que j'avais ça qui vaguement traînait dans l'esprit. Dans la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, lorsque les 13 premiers États se sont réunis pour devenir indépendants de l'Angleterre, ils ont fait une déclaration, une proclamation qui est du 4 juillet 1776 et qui dit ceci. C'est un extrait. Hein. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux, qui sont investis par leur créateur d'un certain nombre de droits inaliénables, et que ces droits sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Et le texte ajoute que les gouvernements sont institués parmi les hommes pour assurer ces droits. Alors, j'ai trouvé ça un peu, sinon plaisant, du moins en tout cas un peu curieux, qu'une telle déclaration émane d'une société esclavagiste. En fait, bon, c'est la poursuite du bonheur, mais en fait, le bonheur et le plaisir n'ont pas me semble-t-il, mais je serais peut-être contredit, mais après tout, pourquoi pas, ne diffèrent pas quant à leur essence. Simplement, ils sont affectés par les paramètres de durée. Le plaisir étant considéré comme quelque chose de plus instantané, alors que le bonheur est quelque chose de durable. Mais après tout, le plaisir ne peut pas être une réalité politique, mais on pourrait concevoir que l'on puisse articuler un programme politique sur le plaisir. En ce sens que, au lieu de
présenter des propositions qui se formuleraient sous forme de restriction ou sous forme de privation, il serait peut-être plus expédient, plus utile d'assortir ces propositions d'une proposition de plaisir qui serait sans doute plus agréable à recevoir de la part des citoyens. Donc, moins un programme, moins une finalité qu'un moyen de la politique. Et enfin, troisième point, et je m'arrête là, le rire. Il est bien connu que le rire a un effet thérapeutique. Mais il a aussi un caractère subversif. Et l'on sait que dans certaines situations, il apaise les tensions dans les groupes. Donc, après tout, ne serait-ce pas bien que, plutôt que de voir des gens s'enguirlander comme ils le font quelquefois dans notre Assemblée nationale, il n'y aurait pas mieux de bien éclater de rire. Cela leur arrive aussi d'ailleurs, mais c'est la spécialité d'un certain député qui s'appelle Jean Lassalle et qui provoque des éclats de rire au Parlement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce rire, et je vous laisse la parole, si cela vous a intéressé. Mais il y avait François Hollande aussi qui avait parlé du plaisir et qui avait dit « Je ne crois pas que le plaisir se soit évaporé à gauche et qu'il soit désormais incarné par la droite ». Et il disait que, en fait, en gros, que le fait d'être chaque fois qu'il y a du collectif, de l'engagement, du dépassement, le plaisir est tout proche et que c'était ce qu'on trouvait dans les syndicats de gauche, etc. Donc, c'est drôle parce que cette notion de plaisir dans la politique est souvent là dans les propos des politiques quand même. Oui, oui, sauf que par exemple, dans les propositions qui sont... Bon, nous sommes confrontés à une crise écologique majeure. Oui. Dans les propositions qui sont faites, on a plutôt tendance à présenter, enfin, les auteurs des programmes politiques ont plutôt tendance à présenter les choses comme devant aboutir à des restrictions, à des privations, etc. Et l'idée que l'on puisse réinstiller dans le débat politique une forme de plaisir, moi, me paraît quand même quelque chose d'assez intéressant. Oui, Didier? Oui, il me semble que dans l'histoire... Tu dois être un peu loin de ton... Ah oui, je suis un peu loin. Dans l'histoire, on peut observer peut-être une période où il y a eu de l'allégresse, du plaisir partagé. C'est en 1936, lors des congés payés, d'après ce qu'on peut lire, parce que moi, je n'étais pas encore né. Mais il y a eu une allégresse, disons, assez générale. Tout le monde partait à la mer, découvrait la mer pour la première fois, découvrait les vacances, en tout cas. Maintenant, depuis, je crois qu'il n'y a pas eu de période comme ça. Tu veux dire les congés payés? Les congés payés, oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que la seule illustration qu'il y a à cet article, c'est une photographie prise à cette occasion-là, à l'époque des congés payés. C'est vrai que ça a été mais c'est sans doute un moment assez exceptionnel. Assez exceptionnel et assez rare, puisqu'il n'y a pas eu d'élément Mais si tu veux, moi, ce que je trouvais intéressant dans l'idée avancée, c'est que finalement, nos concepteurs, nos concocteurs de programmes politiques auraient peut-être des propositions plus attractives s'ils arrivaient à les conjuguer avec autre chose que des privations, des augmentations d'impôts et autres. Enfin bon, c'est un point de vue personnel. On est tous d'accord. Marie-Christine, vous brûlez de parler. Oh non, du tout. Je disais que pour les diminutions d'impôts, par contre, on serait tous d'accord. Non, moi pas tellement. Je me souviens, j'avais écœuré un type un jour qui me téléphone. À une époque, c'était, je sais pas, en ce moment, je sais pas si vous êtes relancé. Moi, je suis relancé presque tous les jours. J'ai été à une époque relancé pour des travaux d'isolation. Ah oui. J'ai été relancé pour des travaux pour la mutuelle. Et alors, à une époque, j'étais relancé pour
des stratégies de réduction d'impôts. Alors je me souviens, j'écœurais absolument les gens, je leur disais, mais monsieur, je suis fier de payer des impôts. Alors ça, en général, c'est leur couper la parole. Mais c'est vrai, après tout, si on a la chance de pouvoir payer des impôts, ça veut dire qu'on a des revenus qui le permettent. Et alors, c'est vrai que… Ce côté-là, d'accord. C'est vrai que bon, mes revenus procèdent de l'impôt, donc c'est peut-être un peu facile de dire ça à ce moment-là. Je ne fais même pas de mauvaise pensée. Bon, mais cet aparté mis de côté, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? C'est vrai que comme disait Didier, moi je n'étais pas né à cette époque-là, mais je crois qu'effectivement la période de l'institution des congés payés en 1936, si ma mémoire est bonne, a été une grande explosion de plaisir pour un très grand nombre de Français. Oui, alors, Catherine qui est assise à mon côté, me dit, on va voir la même chose avec la semaine de 4 jours. Je ne suis pas si sûr que ça, mais enfin bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Hein? Pierre a des choses à dire, oui. Mets ton micro, Pierre. Oui, ça y est, c'est chose faite. Les politiques acceptent une société ubérisée et en même temps, ils nous font une société upérisée. Alors, explique-toi, parce que moi, je ne sais pas Alors, ce que upérisée, c'est-à-dire qu'on a plein de pression. Ubérisée, c'est une société où on va cueillir, on fait venir un gars, on prend sa pizza, on prend la voiture là, et en même temps, on étouffe. Moi, j'étouffe personnellement. Et tu as fait le bonheur est quelque chose qui, dans le temps, peut durer. Le plaisir, c'est éphémère, instantané. Je ne sais pas l'autre qualificatif. Et moi, je me rappelle, on a une dame qui nous a parlé du bonheur intérieur brut, du BIB, au lieu de parler du PIB. Parce qu'actuellement, ils nous mettent en confiance avec les 7% de croissance. Les 7% de quoi? Quelle croissance? Hein? Alors qu'une sobriété heureuse, ce ne serait pas plus mal. Enfin, mais là, c'est toujours pareil. Je me dévoile et je suis très malheureux parce que je n'entends pas de voix. C'est l'ego de chacun, le VIP qui souhaite être là-haut, et il n'y en a aucun qui puisse apporter ce rêve ou ce… Moi, ça m'inspire deux questions. La question pratique, un bonheur commun est-il concevable dès lors que chacun suit le plaisir? Et puis, théorique, le plaisir peut-il être la source des notions de juste et d'injuste par lesquelles les hommes règlent leur conduite commune? Donc, c'est vrai que le bonheur, en fait, les politiques devraient s'occuper du bonheur des hommes et non pas de leur propre plaisir. Voilà. Alors, tu rejoins la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut décréter le bonheur? Je ne le pense pas. On ne peut pas davantage décréter le plaisir. Simplement, on peut essayer peut-être d'en créer les conditions. Or, les conditions, effectivement, elles passent par d'abord une société aussi juste que possible, une société aussi peu inégalitaire que possible, une société dans laquelle mais en même temps, le plaisir, c'est tellement fugace. Je donne un exemple. La bonne dame m'aura pris pour un fou. L'autre jour, je portais des vêtements à nettoyer, pressing qui est place Péberlan. Et en sortant du pressing, il y avait un rayon de soleil sur le chevet de la cathédrale qui l'image m'a littéralement ébloui. Et j'ai éprouvé à voir ce spectacle un plaisir intense. Et je me suis retourné, j'ai dit à la brave dame, Madame, vous avez beaucoup de chance de travailler devant cette superbe vue. Elle ne m'a pas contredit,
Et je me suis demandé s'il ne m'a pas pris pour un cinglé. Mais c'est vrai que ça je veux dire, ça se commande pas. Mais il y a aussi ce plaisir que l'on a, que nous avons à échanger ce matin. Partager, tout simplement. Je veux dire ça. Et dans la privation, Pierre l'évoquait tout à l'heure, la privation dans laquelle nous avons été contraints par les nécessités sanitaires, de privation de rapports sociaux comme nous les avions, même le pis-aller de cet échange par un moyen technique constitue finalement un petit mieux, même si ça ne vaut pas une rencontre personnelle, ça crée un moment de plaisir ou de bonheur, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir partager des idées, de pouvoir se retrouver, même si on n'est pas dans la même pièce, on se voit les uns les autres, on voit les mimiques de chacun, on voit la manière dont... Et ça, je pense que ça participe d'une forme de plaisir. Alors de là effectivement, moi j'étais très intéressé par la lecture de ce monsieur Fessel, tout en considérant qu'il y a peut-être beaucoup d'utopie dans son discours. Mais après tout, rappelez-vous certains discours écologistes, on en était réduit. Le discours était un discours de renonciation pour l'essentiel. Or, je pense que le consumérisme à outrance dans lequel nous sommes entrés, avec cette espèce d'incitation permanente à aller plus, à avoir plus, à consommer plus, etc., ça n'amène pas du plaisir. Ça amène plutôt de la frustration, parce que, je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais on est toujours amené à regarder ce qu'on n'a pas. Et donc le désir, précisément, créer le désir, ça crée de la frustration. Alors que, en quelque sorte, ménager le plaisir est peut-être une façon plus épanouissante de voir les choses. Voilà, c'est sur ce message que je vous laisserai éventuellement. Il y a Didier qui voulait dire quelque chose? Non, simplement, je voulais confirmer, enfin, pour ce qui me concerne, que les plus grands plaisirs que j'ai jamais eus, c'est des plaisirs en commun. Et en général, il y a des associations. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de chants dans toute la vie, mais j'ai fait j'ai eu d'autres associations aussi qui m'ont amené beaucoup de plaisir. Donc, personnellement, le plaisir individuel, bon, bien sûr, mais ça, pour moi, ça va pas loin. Oui. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Parce que pas l'autre. Non, mais tu peux avoir un plaisir individuel. Je dis ça parce que je ne suis pas dans la misère non plus. Hein. Il faut reconnaître. Tu n'es pas, pardon? Je ne suis pas dans la misère. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas. Je pense. Tu parlais de chanter. Quand tu arrives en chantant à, en quelque sorte, moduler un chant d'une façon agréable, etc., et harmonieuse avec les différents pupitres parmi lesquels tu chantes, tu éprouves un plaisir personnel, un plaisir individuel, qui est différent du plaisir du groupe que tu goûtes au seul fait de fréquenter la chorale. Ouais, c'est complètement lié. Pardon? Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Le plaisir individuel, il vient du groupe. Oui, mais enfin... Oui. Pas uniquement parce que j'entends un tel ou un tel qui chante bien ou qui a une belle soliste. Ça, je suis aussi d'accord de temps en temps. Mais je suis très content d'avoir chanté, par exemple, dimanche dernier, à l'église Notre-Dame de Bordeaux, devant un public, dans une église comble. Ça joue aussi, tout ça porte. Oui. Et je crois que... On en a ressenti, chacun, on en a parlé, on a échangé, parce qu'on a un petit réseau social, on a échangé, tout le monde a ressenti ça. Moi, je crois qu'effectivement, le plaisir, il ne peut pas y avoir plaisir s'il n'y a pas de partage. Toi-même,
quand tu as vu la lumière sur la cathédrale, tu as eu besoin de partager avec la vendeuse. Exactement. Donc, on a besoin de partager pour vraiment ressentir le plaisir. Si on le fait seul, je pense que c'est impossible de ressentir du plaisir. Non, si j'analyse bien la gamme des sensations que j'ai eues à ce moment-là, c'est relativement récent, donc je peux encore le faire. Mais si tu veux, le flash du plaisir, ça a été un véritable flash. C'est produit quand j'ai été tout d'un coup face au chevet de la cathédrale, tu vois, la tour Péberlan, le chevet de la cathédrale, littéralement illuminé, presque c'était une gloire en quelque sorte. C'était en gloire. Et quelque chose d'extrêmement beau. Et ce n'est qu'après que j'ai éprouvé le besoin de le partager. Mais dans un premier temps, j'ai été littéralement happé par cette sensation de plaisir très, très, très forte. Tu vois, mais effectivement, tu as raison de dire que j'ai éprouvé le besoin de le partager. Mais ce sont deux temps différents. Moi, ça me rappelle une histoire personnelle, c'est quand j'étais jeune, j'allais souvent en été au restaurant avec mon père parce que tout le reste de la famille était parti en vacances et on était tous les deux en train de travailler à Nîmes. Et donc, à midi, on se retrouvait à déjeuner et son dessert préféré, c'était la pêche melba, que je n'aime pas du tout. Et moi, mon dessert préféré, évidemment, c'était le café liégeois. Il n'avait de cesse que je ne goûte son dessert avant de le commencer. Il voulait que je partage son plaisir avant de lui-même l'avoir, quoi. C'était incroyable. Et ça m'est resté. Ce besoin de partager absolument, même si moi je n'aimais pas, il fallait quand même qu'il partage. Il n'y avait rien à faire. D'accord. Bon. Eh bien, sur ce plaisir partagé, et sur ces douceurs de café liégeois et de pêche melba. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, moi, je ne recule devant aucun des deux. Mais c'est vrai que je vous souhaite à tous un bon après-midi et je vous remercie de votre gentillesse. C'est nous qui te remercions, Jean-Pierre, de nous avoir régalé ainsi avec ta revue de presse. Régalé. À bientôt. C'est l'heure. C'est l'heure. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Très bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.